Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver après une longue pause pour un nouveau numéro de Mots Croisés, délocalisé sur un plateau qui devrait être temporaire. Veuillez nous excuser si le décor est un peu rudimentaire et austère, mais nous ne pouvions rester sur notre plateau habituel en raison d'un mouvement de grève. Nous ne ferons pas de séance de spiritisme ce soir, malgré le titre de l'émission, Esprit du 11 janvier, es-tu là? Cet esprit, c'est celui du rassemblement et de la défense des valeurs de la République. François Hollande explique vouloir le prolonger pour renforcer la cohésion et briser les ghettos des banlieues, des ghettos qui sont aussi parfois des zones de non-droit. On l'a vu cet après-midi dans le quartier de la Castellane à Marseille. Pour débattre des solutions, nos invités sont Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, Henri Guénaud, député UMP des Yvelines, ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy, Emmanuel Cos, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts et vice-président du Conseil régional d'Île-de-France, et Florian Philippot, vice-président du Front National et député européen. Nous allons d'abord revenir sur l'événement politique du week-end, la législative partielle du Doubs, remportée par le socialiste Frédéric Barbier. Hier soir, le vainqueur était persuadé que l'esprit de janvier avait permis sa victoire. Il faut garder l'esprit d'union nationale autour des valeurs de la République. Restons unis et confortons ce succès. En avant pour notre République et en avant en restant unis, toujours unis. Merci à vous. Patrick Kanner, vous pensez que le candidat PS aurait été élu s'il n'y avait pas eu ces attentats, cette mobilisation et ce regain de popularité de François Hollande? Il a été élu dans une série qui n'a pas été bonne pour le Parti socialiste depuis les élections partielles sur le plan législatif. Une élection gagnée, on en profite, on est satisfait. En même temps, Frédéric Barbier a été très lucide hier soir en ne pavoisant pas, je reprends son expression. À partir de là, il est clair que l'esprit du 11 janvier, le rassemblement autour d'un État fort qui a su répondre à une attaque exceptionnelle, eh bien, a été sûrement un point positif pour lui. Et en même temps, je constate avec beaucoup de tristesse que les valeurs de la République, qui ont été défendues par tous ces millions de Français qui étaient dans la rue le 11 janvier, mais aussi avant, ces valeurs ne font pas aujourd'hui totalement l'unanimité, puisque a failli être élu un député, en tout cas une députée d'extrême droite, qui, dans son parcours, a évoqué l'inégalité des races. Donc voilà ce qui m'inquiète beaucoup aujourd'hui. Donc si les Français ne croient plus dans l'action publique, il faut que la République s'intéresse à eux. Ça veut dire que vous pensez que tous les gens qui ont manifesté contre les attentats étaient contre le FN ? Je pense que les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité sont des valeurs essentielles pour le bien vivre ensemble, et qu'aujourd'hui le Front National diffuse des sentiments, des remarques et sûrement des affirmations qui sont aujourd'hui contraires en tout cas à l'idée que je me fais de la République. Florian Philippot, l'esprit du 11 janvier est une mauvaise nouvelle pour le Front National ? Mais je pense que cette histoire de esprit du 11 janvier, ça commence à devenir complètement grotesque. Alors qu'il y a eu l'unité nationale dans l'émotion, bien évidemment. Monsieur Kanner, le 11 janvier, les Français ont défilé en hommage aux victimes. Vous les oubliez un peu vite. Et contre l'islamisme, contre lequel d'ailleurs vous n'avez pas commencé à annoncer le début d'une mesure, mais on y reviendra plus tard. Ils n'ont pas défilé contre le Front National, rassurez-vous. Au contraire, ils savent que le Front National, lui, a toujours dénoncé l'islamisme et qu'il a les solutions. En tout cas, la candidate du FN n'a pas été élue. Elle n'a pas été élue, mais elle a fait un score tout à fait extraordinaire. Elle a fait plus de 49% des voix. Je rappelle qu'elle a gagné 5000 voix par rapport au second tour de 2012, alors que le PS a perdu 4000 voix. Voilà. Alors, moi, si vous voulez, l'esprit du 11 janvier, si c'est instrumentaliser la douleur réelle des Français, jusqu'à demander à l'opposition et à ses propres frondeurs de voter la loi Macron, on ne voit plus le rapport. Si c'est le garde-à-vous national qui remplace l'unité nationale, pas pour nous. Voilà, on laisse ça à l'UMP s'ils veulent, mais nous, on considère qu'on a des débats importants à trancher, qu'on a des propositions à faire, et je n'accepte pas non plus l'insulte que vous avez faite à 49% des électeurs de cette circonscription. Ils sont tout autant que vous dans la République. Ce sont des Français, ce sont des citoyens à part entière, pas des sous-citoyens. Je l'ai dit, M. Philippot, il faut aller au contact de ces Français qui aujourd'hui sont en train de se perdre. Mais vous estimez donc, monsieur, dans cette circonscription, un Français sur deux n'est pas républicain ? Ils sont républicains. Si vous pensez cela, je vous demande de retirer cette insulte. Ils sont républicains, monsieur Philippot, ce n'est pas une insulte. Simplement, ils sont en train de se perdre dans des idées que vous véhiculez depuis des années et qui sont en train... Donc ils sont pas... Alors ils sont républicains, mais ils sont très bêtes. La lupénisation des esprits est un combat qui est, pour moi, en termes de lutte contre cette lupénisation permanente. Je réponds juste à cela rapidement. Juste en deux mots. Donc ils sont républicains, mais ils sont idiots.
parce qu'ils se font instrumentaliser par un parti qui ne le serait pas. Votre candidate, elle a un peu surfé sur le péril islamiste, pour le coup. Il y a un péril islamiste aujourd'hui en France. Disons qu'elle a un peu surfé aussi sur et ces votre attentats. Priorité ne devrait pas être le Front National. Votre priorité devrait être le chômage de masse, devrait être l'insécurité, devrait être ce qui s'est passé à Marseille. Mais oui, mais vous n'en parlez jamais. On va aussi donner la parole à nos autres invités. Vous n'avez, aucune solution, mais on y reviendra. Henri Guénaud, l'UMP encore. En tout cas, je félicite Sophie Montel, qui a été gravement diffamée dans cette campagne et qui est une grande patriote, qui a fait un score tout à fait exceptionnel, alors que le PS a fait un score médiocre. En coproduction. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas gagné, c'est pour ça que c'est un peu lui qui crée l'événement. En partenariat, on pourrait dire, comme dans un film, avec une partie de l'UMP, avec les Verts, avec le Front de Gauche, avec le Centre, avec le Premier ministre qui est venu 2 fois, etc. Henri Guénaud, l'UMP a encore exposé ses divisions pour rien, puisque les consignes de vote n'ont pas été entendues. Il avait dit abstention, finalement, il y a eu un regain de participation. Vote blanc, et finalement, il y en a eu très peu. Tout ça pour ça ? Bon, d'abord, il y a eu pas mal de votes blancs, mais c'est pas de quoi en tirer une quelconque gloire, ni des votes blancs, ni des abstentions. Mais c'était un peu la consigne, pour le coup, de l'UMP, le Nini. Il n'y a pas vraiment c'est ni l'un ni l'autre. Il n'y a pas de consigne. Non. Il y a eu un mot d'ordre officiel. Non. Il n'y a pas de mot d'ordre. L'idée du principe sur lequel se fonde l'UMP depuis déjà un certain temps, c'est qu'elle n'est pas propriétaire de ses voix. Moi, je ne suis propriétaire de rien du tout. Et donc, je ne donne pas de consigne. Vous dites, moi, je ne vote pas pour le FN, mais je ne donne pas de consigne. Non, je n'ai pas dit ça. C'est prendre un peu les électeurs pour des idiots. Non, pas du tout. Moi, je pense que le Front républicain... c'est l'expression d'un double mépris vis-à-vis des citoyens. C'est un mépris vis-à-vis de nos propres électeurs dont on n'est pas propriétaire des voix et qui considèrent d'ailleurs qu'ils n'ont pas de consigne à recevoir. Et c'est un mépris aussi vis-à-vis des électeurs qui ont voté pour le Front National, qui étaient quand même un tiers des électeurs au premier tour, qui ont quelque chose à dire que nous devons entendre. Voilà. Alors je sais que votre position, c'était aussi celle de Nicolas Sarkozy. Sera pas d'accord, mais je pense que ça exprime une grande colère et une grande souffrance. Et qu'on ne peut pas dire à un tiers des électeurs, écoutez, on ne veut rien entendre de ce que vous avez à nous dire. De toute façon, nous, les partis installés, on fera tout pour que votre vote n'ait aucune importance et aucune conséquence. Voilà. Ce qui fait que moi, je ne m'autorise pas à donner des consignes de vote. J'appelle simplement à chacun à voter en fonction de son âme et conscience dans ce genre de scrutin. Maintenant, tout en ayant fait connaître votre point de vue sur le Front National. Mais mon point de vue sur le Front National, il est connu. Simplement, moi, j'appelle pas le Front National parti d'extrême droite. Je pense que l'extrême droite dans l'histoire, c'est tout autre chose, Monsieur Caner. On n'est pas forcément en divergence sur les conclusions, mais on est en divergence sur la qualification. Je pense qu'on va pas faire ce soir un débat sur la nature du Front National, sur les raisons qui nous font être favorables, comme Monsieur Philippot, ou contre, comme moi, ou Monsieur Caner, pour des raisons différentes. Juste, je voudrais qu'on regarde en face la crise de notre démocratie et de notre République, la souffrance et la colère des gens. Nous avons maintenant 3 partis, voilà, au moins. Bien sûr, il y a aussi les Verts ici, mais enfin, nous avons 3 grands partis qui peuvent prétendre à accéder au pouvoir, et je pense que ça devrait conduire chacun à s'interroger sur les raisons pour lesquelles nous en sommes arrivés là. Emmanuel Cos, quelles leçons tirez-vous de cette législative partielle du Doubs ? Écoutez, moi je vous écoute tous avec attention, mais je crois surtout que personne n'a gagné. Enfin, il faut peut-être un peu se dire les choses telles qu'elles sont. Vous parlez, Monsieur Philippot, des victimes des attentats. Je crois que vous-même et votre parti les ont pas vraiment respectés quand le lendemain de la mort des gens de Charlie Hebdo, vous appeliez déjà à la peine de mort, et je tiens à le rappeler. Mais pour revenir sur cette législative partielle du Doubs, oui, vous avez raison. À Montbéliard et dans la région, les choses vont mal. Elles vont d'ailleurs mal parce qu'il y a une désindustrialisation. Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens qui demandent des réponses politiques sur leur sujet. Est-ce qu'on peut recréer de l'emploi ? Est-ce qu'on doit tout attendre de l'industrie automobile ou est-ce qu'on fait de la reconversion ? Et c'est ça le sujet qu'il faut qu'on mette sur la table aujourd'hui. C'est pas simplement, excusez-moi, de parler de consignes de vote des partis politiques. Et aujourd'hui, vous avez des personnes qui se tournent vers le Parti socialiste ou qui se sont tournés vers le Front National. Moi, ce qui me désole dans cette élection, c'est que nous n'avons pas réussi, et c'est un échec, mais j'espère qu'un jour ça sera une victoire, à dénoncer ce qu'est l'imposture du Front National. Parce que je pense qu'aujourd'hui, non, mais je tiens à le dire, on a une candidate qui se présente. Le Front National, c'est le parti anti-système, mais qui fait comme tous les autres grands partis. On cumule les mandats, on présente les mêmes, on présente des gens qui ne sont pas dans la circonscription, on va sur le péril islamiste. Est-ce que vous vous rendez compte quand même de comment des gens dans le coin de Montbéliard se sont sentis insultés
quand dans un pays où l'immigration a toujours été forte, parce qu'il y a eu des usines, qu'on a fait travailler jusqu'à 40 000 personnes dans l'industrie automobile, qu'on a amené beaucoup de monde sur ce territoire, on les accule à la question du péril islamique, alors qu'il simplement... Mais quel rapport Non, parce que je pense que vous allez mener une campagne extrêmement dure. Et moi, je m'intéresse à savoir qu'est-ce qui va se passer demain dans le Doubs. Qu'est-ce qui va se passer demain dans les quartiers en rénovation urbaine de Montbéliard, dans des gens qui sont dans la pauvreté, qui demandent surtout à comment utiliser leur savoir-faire dans l'industrie automobile et où est-ce qu'on leur trouve de l'emploi. Et là-dessus, je suis désolée, mais votre candidate n'a répondu en rien à cela. Mais vous n'étiez pas là, Madame Cos. Si, j'étais là, vous savez quoi, j'ai même été sur place, j'ai même été faire des meetings de soutien. J'ai un point d'accord avec vous, c'est que effectivement, je trouve qu'on fait beaucoup d'arithmétique politicienne, qu'on parle plus assez du fond. Mais pour le coup, Sophie Montel, candidate du Front National, Rassemblement Bleu Marine là-bas, a fait campagne, oui, sur l'islamisme. Non, elle n'a pas fait campagne, elle a distribué des tracts sur Péris islamique. Écoutez-moi, vous le direz après. Je ne crois pas qu'elle ait fait vraiment campagne. Vous n'étiez pas 24 heures sur 24 avec elle. Non, absolument, sur mais le quotidien. Je vais vous dire sur quoi elle a fait campagne. Et ça nous amènera d'ailleurs aux motivations du vote. Elle a fait campagne sur l'islamisme, effectivement. Ce qui n'a rien à voir avec nos compatriotes musulmans. Si vous faites cet amalgame, c'est votre problème. C'est vous qui le faites. Vous lisez le tract, il est parfaitement clair. De quoi parlez-vous ? Et je crois que si vous dites qu'il y a un amalgame, c'est que vous le faites inconsciemment. Non, eux, ils ne le font pas. Eux, ils savent qu'on a intérêt. Les peurs, monsieur Nos compatriotes musulmans, qui sont parfaitement intégrés, assimilés, savent aussi qu'on a intérêt à lutter contre l'islamisme et que leur vie, leur sécurité en dépendent aussi. Des habitants de Montbéliard qui aujourd'hui veulent savoir où est-ce qu'ils auront de l'emploi dans la reconversion de l'automobile. Le Front est arrivé en tête à Sochaux, devant le Parti socialiste au second tour. Oui. Le Front était à la sortie des usines de PSA Sochaux. Oui, même que vous ne savez pas exactement où ils sortent, je vous rappelle. Le Front vous allez du côté de la sortie des cases et pas de la sortie des cases. On va pas refaire la campagne maintenant. Maintenant, l'élection est faite. Le Front a fait campagne. Le Front, Madame Cos, si vous étiez candidate là-bas, je vous ai pas vu. Moi, j'y étais. Sophie Montel aussi. Je vous ai pas vu faire campagne. En tout cas, je sais que Sophie et ses militants étaient sur le terrain tout le temps. Ils ont fait campagne sur la réindustrialisation. Ils ont fait campagne sur le protectionnisme. Ils ont fait campagne sur les drames de l'ultralibéralisme européen dont vous êtes responsable ici en ayant signé tous les traités européens, vos 3 partis d'ailleurs, alors que nous ne les avons pas signés et nous les avons combattus. Mais je vous signale que ça m'amène juste à une petite conclusion. Allez, après la toute petite conclusion. Attendez, laissez Monsieur Philippot finir, comme ça on va passer un petit peu à autre chose. La toute petite conclusion politique, c'est que quand les gens votent, ils votent pour des idées, ils adhèrent à un projet. En l'occurrence, stop immigration, stop l'Union européenne, oui au patriotisme, oui à des solutions politiques sur l'économique, sur le social, sur l'immigration, sur la sécurité. Votre projet a perdu dimanche soir malgré tout, donc on peut continuer à le combattre et à penser que c'est l'imposture. Vous voulez vous présenter. Le vôtre a fait 3%. Est-ce que ça a été... Attendez, Emmanuel Cos. Excusez-moi, moi quand j'ai des parlementaires à l'Assemblée nationale, ils travaillent. Ils font quoi vos parlementaires à l'Assemblée? Ils font quoi là sur la loi Macron pour défendre les travailleurs? Dites-moi quel est leur travail parlementaire. Mais madame, comment vous avez eu le même débat avec Marine Le Pen sur la transition énergétique? Comment vous avez eu vos 18 parlementaires? Je vous parle de à quoi servent vos élus. Allez, on va pas rentrer dans ce débat. Comment vous avez... Je vais rester calme. Comment on va chercher... Non, s'il vous plaît, Florian Philippot, comment on va chercher des électeurs de l'UMP quand on a soutenu un parti d'extrême gauche en Grèce, par exemple? Je réponds juste... Non, vous répondez juste à ma question. Si les Verts ont eu 18 députés, c'est qu'ils ont fait un accord avec le PS. Oui, mais ça, pas de leçon sur la politique du gouvernement. Ça remonte maintenant à plusieurs années. Oui, mais il faut assumer ses accords politiques. Alors comment on va draguer des électeurs de l'UMP quand on a soutenu Tsipras? On s'est réjoui de la victoire de Syriza, effectivement. Parce que d'abord, c'est une gifle à l'Union européenne, on l'a bien vu depuis. Et tout ce qui affaiblit l'Union européenne est le bienvenu. Oh là, si. Il suffit de voir l'agacement de la Merkel et de la Banque Centrale Européenne et de M. Hollande et Sarkozy pour le comprendre. Et deux, nous étions très heureux de cette victoire parce qu'on s'est dit tout de suite, et on a eu raison manifestement, qu'elle ferait naître un grand débat essentiel sur l'austérité, sur l'euro et sur les politiques de l'Union européenne. Bingo, c'est exactement ce qui se passe. Nous avons ce grand débat. Est-ce que le ministre grec veut sortir de l'euro, monsieur? S'il vous plaît. Eh bien, s'il veut mener son programme, il y sera contraint. Est-ce qu'il veut sortir de l'euro? Est-ce qu'il a dit qu'il voulait sortir de l'euro? Il restera dans l'euro. Oui. S'il veut appliquer ses promesses, il sortira de l'euro. Henri Guénaud, vous comprenez ce soutien à Alexis Tsipras et à ce parti d'extrême gauche? Vous qui avez quelques aussi... un peu plus complexe, Sophie, un peu plus subtil que ça. C'est un soutien, malgré tout. Soutien à la victoire. Madame Lapix, d'abord, moi, je pense qu'il n'est pas bien ni bon ce soir de faire un débat sur le Front National ou de refaire la campagne du Doubs. Voilà. Moi, en tout cas, je suis pas venu pour ça. Je pense que ça n'a aucun sens et aucun intérêt. Donc je vais me prononcer sur le Front National est devenu un débat essentiel au sein de l'UMP aussi. Non, mais pour moi, c'est pas un débat. Le débat, je crois que ça ressort un peu de la conversation. Le débat, c'est le débat qui porte sur les remèdes à apporter
toutes les crises que traversent les Français, l'Europe tout entière d'ailleurs, et même, pardonnez-moi, une partie du monde. Jamais les désordres du monde, jamais les désordres de l'Europe, depuis au moins la Seconde Guerre mondiale, et les désordres de la France n'ont été à ce point considérables. Voilà. Jamais autant de souffrance, jamais autant de montée d'extrémisme partout en Europe. Le problème de la France n'est pas unique. Nous parlions de la Grèce. Alors oui, ça a été une erreur sans doute de faire entrer les Grecs au moment où on les a fait entrer dans l'Union européenne. Oui, il y a eu beaucoup d'erreurs commises en Grèce, mais on ne va pas refaire le passé. Aujourd'hui, les politiques qui ont été menées en Grèce depuis la crise, début de la crise grecque, ont été catastrophiques. Elles ont eu des résultats désastreux. Qu'on puisse dire. Les Grecs, vous savez, quand un peuple souffre, ils votent pas de façon modérée. Voilà. Les Grecs ont exprimé leur terrible souffrance et l'impasse dans laquelle ils ont les amis, les politiques qui ont été menés, qu'on leur a infligés. Bon, c'est un peuple souverain. Nous devons faire avec eux. Voilà. Moi, ni j'approuve, ni je désapprouve. Je prends acte de la souffrance des Grecs et de la façon dont ils l'ont traduit électoralement. Maintenant, je continue. Oui, les politiques d'austérité européennes ont été désastreuses. Voilà. Et c'est pas un problème de droite, de gauche ou du centre. Elles ont été désastreuses. J'en ai un peu assez. Ça vous fait une convergence, mais en tout non, cas c'est pas si un je problème pose de la question, c'est parce que vous avez quand même une majorité de sympathisants UMP qui souhaiteraient des alliances avec le Front National. Et une majorité de militants, de sympathisants FN d'ailleurs, qui veulent également une alliance avec l'UMP. Moi, je n'en souhaite pas. Donc le débat, pour ce qui me concerne, il est clos. Je n'en ai jamais souhaité. Est-ce que vous n'êtes pas en rupture avec la base, justement, avec ceux qui vous soutiennent ? Je n'en ai jamais souhaité. La position constante de l'UMP depuis très longtemps, elle avait été affirmée aussi bien par Jacques Chirac que par Philippe Séguin il y a bien longtemps, dans les années 90, c'est pas d'alliance avec le Front National. Mais est-ce que c'est cohérent avec votre base, est-ce que vous représentez finalement les gens qui sont à l'UMP ? Oui, je pense que oui, mais je pense aussi que de temps en temps, même s'il faut toujours demander l'avis du peuple et l'avis de ce que vous appelez la base, de temps en temps, il faut affirmer des positions de principe. Et puis si les gens ne s'y reconnaissent pas, bien ils votent pas pour celui qui les a affirmés. Voilà. Donc moi, je voudrais revenir un instant sur l'histoire grecque. Il ne faut pas faire de démagogie sur cette histoire, aussi bien à gauche qu'à droite. Si nous n'aidons pas la Grèce à s'en sortir, la Grèce fera véritablement faillite, ne pourra pas rembourser ses dettes et sera obligée de sortir de l'euro. Elle sera obligée parce qu'elle pourra tout simplement pas payer ses fonctionnaires, ses policiers, ses médecins, etc. Donc, et si nous prenons ce risque, et là j'ai une divergence profonde avec le Front National, nous ne savons pas où cela nous mènera. Voilà. Si nous faisons exploser l'euro, nous risquons un cataclysme pas seulement européen, mais planétaire, compte tenu de l'état de la finance mondiale et de l'économie mondiale aujourd'hui. Voilà ma conviction profonde. Donc nous devons écouter ce que les Grecs ont à nous dire, même si ça ne nous fait pas toujours plaisir, et nous devons tout faire pour les aider. Il y a d'ailleurs des moyens de le faire. On est en train de faire le contraire. La Banque Centrale Européenne pourrait par exemple racheter beaucoup plus de dettes grecques. Ça permettrait, sans violer aucun principe juridique, d'alléger considérablement le fardeau de la Grèce. Si on ne fait rien, nous en paierons les conséquences. Pour revenir d'un mot à l'UMP, le Nini, qui a été tranché en bureau politique, il va s'appliquer maintenant au départemental et au régional. Encore une fois, je déteste cette expression. Oui, mais il a été voté en bureau politique. Je déteste l'expression Nini. Contre la volonté de Nicolas Sarkozy. Il n'y a pas écrit Nini. Je déteste cette expression pour ma part. C'est simplement le refus de répondre positivement au Front républicain parce que c'est celui qui ouvre la voie, au contraire, à un vote Front National massif. Monsieur Guénaud, en tout cas, moi je tiens à vous dire que si demain je devais choisir entre le Front National et l'UMP, je choisirais l'UMP. Je vous le dis droit dans les yeux, parce que c'était ma position personnelle depuis tout le temps, c'est la position de ma formation politique, parce que je crois que... Et parce qu'on l'a déjà fait. Parce qu'on l'a déjà fait et qu'on l'a montré, notamment en 2002, vous le savez bien, et qu'aujourd'hui la position du Nini, même si ça ne vous plaît pas en termes d'expression, c'est la position du déni. Permettez-moi l'expression de vos responsabilités. Il n'y a aucun déni de ma part. La responsabilité qui est la vôtre est très grave. La réponse au Front National. Vous avez failli faire passer une députée du Front National, une troisième députée à l'Assemblée nationale. Est-ce que ça vous aurait choqué, monsieur Caner? Oui, mais moi je me bats contre vous, monsieur Philippot. Je me bats contre vos idées. Oubliez un peu votre position partisane. On parle de démocratie et de république. Je ne suis pas un républicain, monsieur. Est-ce que, monsieur Caner, le fait que 6 millions de Français soient représentés par 2 députés sur 577 vous choque
ou pas? Le mode de scrutin. Est-ce que ça vous aurait choqué qu'il y en ait un troisième de plus? Le mode de scrutin est tel que vous le connaissez, Monsieur Philippot, et ce que je veux vous dire, c'est que je ne me contente pas de ces 6 millions de Français qui votent Front National. Qu'est-ce que vous voulez faire? Eh bien, il faut les amener à revenir dans le vote républicain. Mais vous voulez leur refuser des députés? Vous voulez leur refuser une représentation nationale? Mais aujourd'hui, le scrutin majoritaire écarte le Front National. C'est un mode de scrutin qui permet d'avoir des majorités claires aujourd'hui. C'est le plafond de verre auquel s'est heurté votre candidate. Je dis juste un mot parce qu'on parle beaucoup du Front. Donc le Front... le Front n'est pas intéressant aujourd'hui par rapport aux problématiques qui nous réunissent. Non, mais vous ne parlez que de lui depuis 3 semaines. Attendez, mais quelles sont vos solutions, Monsieur Philippot, pour les quartiers? On va en parler. Vous évoquiez juste, on va écouter quand même François Hollande qui exprimait justement sa position par rapport... Pas par les coalitions partisanes ou les coalitions d'appareil ou les conseils de... On va écouter, attendez, on écoute François Hollande qui n'a pas manqué de rappeler qu'il avait moins de difficultés à trancher que Nicolas Sarkozy lors de sa conférence de presse. Écoutez. Lorsque moi-même j'ai été confronté à cette situation, où le choix qui nous était réservé était ou le candidat de l'extrême droite ou le candidat qui était le président sortant et qui représentait la droite républicaine. Ai-je hésité une seule seconde? Le parti dont j'étais le responsable a-t-il tergiversé une seule minute? Je n'emploierai pas le mot de synthèse, parce que quelquefois il est mal compris. Encore que il faut y réussir. Là, Emmanuel Cos, pour le coup, vous soutenez pleinement François Hollande? Oui, mais objectivement, dans sa conférence de presse, c'est pas ça que j'ai retenu le plus important, à mon avis, de ses déclarations. Non, mais là, on est sur le débat. Excusez-moi. Du Front républicain. Mais moi, j'aime pas ce terme de Front républicain. La question est de personne savoir. ne l'aime. Mais non, il y a des gens qui le revendiquent. Il y a des gens dans plusieurs partis qui le revendiquent. Moi, je n'ai jamais pensé au Front républicain. Après, oui, j'ai déjà même été confrontée parfois à voter entre l'UMP et l'UDI à des élections, et j'ai été votée parce que quoi qu'il arrive, je vote. Donc même quand la gauche n'est pas au second tour d'une élection, ça c'est mon engagement. Donc vous n'aimez pas le terme, mais vous appliquez quand même. Non, mais après le sujet, moi je le redis, c'est que aujourd'hui la question n'est pas de savoir Front républicain ou pas. Je pense qu'aujourd'hui le Front National porte un programme qui est attentatoire aux droits et libertés de chacun. Je pense que le travail fait par ces parlementaires, c'est rien. Et aujourd'hui, c'est de l'imposture parce qu'on dit aux gens, vous dites aux gens que vous allez vous occuper d'eux, et ce n'est pas vrai. Et moi, je regarde le travail parlementaire qui est fait en France, à l'Europe. Je regarde ce qui est fait dans les villes. Quand je vois que le maire du Pontet, la chose la plus intelligente qu'il a trouvée, c'est quand même de supprimer la gratuité des cantines pour les enfants de chômeurs. Pour 65 enfants, certes, mais c'est quoi le symbole? Quand on dit qu'on veut aider le peuple et ceux qui souffrent, et ben quand on veut les aider, on a des politiques d'égalité. Et donc c'est pour ça. Et après, je ferai ça contre le Front National, contre d'autres partis, tout simplement. Et quand le maire de Fréjus diminue de 50% les subventions aux 3 centres sociaux parce qu'il estime qu'ils ne pensent pas comme ils devraient penser, c'est ça aussi le Front National. Ou quand, dans ma région, à Hénin-Beaumont, on crée un mur de la honte pour séparer un quartier d'autres quartiers, c'est un scandale. Vous êtes d'une bêtise. Attendez, Florent Philippot, n'insultez pas. C'est pas une bêtise, c'est la réalité des quartiers. Ministre de la République en tombe là. En plus, il y a eu un référendum local qui a donné... Vous allez avoir du temps pour devenir ministre. Dans le quartier, vous inquiétez pas. Moi, je suis pas obsédé comme par les ordres de la République. Mais Hénin-Beaumont, en plus, un référendum local... Laissez-moi parler, monsieur Caner. Monsieur Philippot, je peux répondre? Monsieur Philippot, êtes-vous d'accord avec ce mur qui a été placé pour empêcher la... Il y a eu un référendum local, manifestement, vous ne le savez pas. 90% des habitants d'Hénin-Beaumont, du quartier, ont voté. Non, c'est du quartier, c'est pas de la ville. Donc je sais que ce que c'est que ce mur. Vous êtes ennemi de la démocratie et des référendums que vous annulez quand vous êtes au pouvoir, mais respectez la démocratie. C'est une bonne question qu'il fallait poser aux habitants, de mettre un mur pour séparer un quartier. J'avais oublié que vous preniez les Français pour des idiots, qui ne sont pas capables de savoir ce qui est bon pour eux, qui ne sont pas capables de voter, parce que vous faites partie d'une caste et d'un parti politique, monsieur Caner. Vous viendrez voir ce mur avec moi. Monsieur Caner, j'imagine que vous avez d'autres choses à faire, j'espère. Monsieur Caner, vous êtes une ville qui m'intéresse, c'est dans la politique de la ville. Vous faites partie d'un parti qui a annulé un référendum sur la Constitution européenne avec l'UMP et les Verts, en votant contre ce qu'avaient voté les Français par référendum sur la Constitution européenne. Voyez-vous? Donc je sais que vous êtes l'ennemi du référendum et de la démocratie. Vous êtes l'ennemi du référendum et de la démocratie. Mais le mur, vous trouvez ça bien comme solution? À partir du moment où c'est un mur qui fait 50 cm, c'est un muret. Bon. Donc le muret, vous trouvez ça bien? À partir du moment déjà vous négociez, vous discutez au niveau de la taille. C'est que déjà vous avez quand même quelques réserves. Vous êtes ridicule. Vous voyez de quoi un ministre de la République discute?
discute. Mais pourquoi je vais vous dire autre chose. Précisez sa taille, c'est que vous estimez quand même qu'il y a... Je vais sortir de ces polémiques. Les villes du Front National, aucune n'a augmenté les impôts, plusieurs les ont même baissés, y compris à Hénin-Beaumont, ils ont baissé la taxe d'habitation de 10%. En sacrifiant le secteur social, c'est évident. Monsieur Caner, voyez-vous aujourd'hui les Français, je pense qu'ils sont atterrés par le spectacle que vous donnez en tant que ministre de la République. Parce qu'il y a 6 millions de chômeurs, 9 millions de pauvres, une insécurité grandissante, il y a des problèmes, on l'a vu à Marseille. Quelles sont vos solutions, monsieur Philippot ? Alors, je vais vous dire, on va pas commencer à faire toutes les solutions contre le chômage. D'abord, monsieur Caner, je n'ai pas de leçon de République à recevoir de vous, qui prônez la discrimination positive, qui est l'inverse de la République, qui est profondément anti-républicaine, qui est l'inverse de l'égalité républicaine et de la méritocratie, qui est un concept anglo-saxon. On va revenir sur la discrimination positive. Dans un instant. Deuxièmement, vous n'avez aucune réflexion sur la priorité nationale dans l'attribution des logements sociaux. Ça, j'ai bien noté dans votre programme, monsieur Philippot. La République n'a aucune réflexion sur le chômage, sur les questions de pouvoir d'achat, sur la grande question, madame, la PIX de l'Union européenne, on vous entend jamais. Vous ne pensez pas que l'Union européenne fait du mal au peuple en ce moment avec l'austérité? Revenez au débat, monsieur Philippot. Puisque vous évoquez... C'est intéressant parce que vous parlez d'un mur à Hénin-Beaumont, mais vous êtes incapable de parler des 6 millions de chômeurs et du Justement, puisque vous parlez des chômeurs, profitons-en et nous le faisons. Vous êtes fiers de votre travail. On a bien remarqué que lors de la... certain, c'est que vous n'avez rien fait de votre vie politique. Là, pour le coup, ils ne sont pas aux commandes, si on peut dire. Ils ne le seront pas, ce qui est sûr, c'est vrai que François Hollande n'a parlé ni d'économie, ni de chômage lors de sa conférence de presse. Pour séduire, rien ne vaut l'esprit du 11 janvier. Écoutez. L'esprit du mois de janvier 2015, c'est l'unité de la République. Cet esprit-là, je dois le prolonger avec le gouvernement. Car il élève nos responsabilités pour que la République soit plus forte et soit plus juste. Et cet esprit, on ne peut pas dire qu'il souffle à la Castellane. Ce matin, des jeunes armés de Kalachnikov ont tiré sur la police, vers la police. Est-ce que, Henri Guénaud, pour vous, la Castellane est une zone de non-droit ? Oui, d'abord, il ne souffle pas non plus sur le plateau, l'esprit du 11 janvier. Voilà. C'était un très beau moment de communion nationale, mais ça ne peut pas nous conduire à éluder tous les problèmes et tous les débats qui ont précisément été dangereusement éludés pendant des décennies. Y compris à l'UMP d'ailleurs. Oui, les débats... y compris à l'UMP, on en reparlera si vous voulez. Je pense d'ailleurs que nous ferions mieux, le Parti Socialiste comme l'UMP, au lieu de s'occuper de tous les autres, de regarder pourquoi nous en sommes arrivés là, et de comprendre pour nous-mêmes ce que nous avons mal fait ou les débats que nous n'avons pas voulu avoir. Enfin, pour l'instant, les débats à l'UMP, ils sont virulents. On vous traite de démagogue. Hervé Mariton vous traite de démagogue. Ah oui, alors je vais vous faire... Mais juste, c'est tout à fait au cœur du sujet. Et c'est exemplaire. Voilà, on va en parler, puisque Hervé Mariton, ce matin, a cru bon d'expliquer que j'étais un démagogue et que si on continue à être aussi démagogue que moi, eh bien, on ferait monter le Front National. C'est extraordinaire. Alors, le débat portait sur quoi ? Sur le fait d'avoir défendu la position sur un texte étudié au bureau politique, la position selon laquelle le capitalisme ne devait pas être confondu avec la finance. Eh bien, je vais vous dire, un parti qui aujourd'hui n'est pas capable de comprendre à quel point la financiarisation de toute l'économie est une catastrophe. À quel point, en poussant à des rendements à très court terme très élevés, elle détruit le futur, elle dévalorise le futur, aussi bien le futur de l'industrie que toutes les politiques de développement durable. Si on n'est pas capable de tirer les leçons de la terrible crise de 2008, si on n'est pas capable de voir que le shadow banking, la finance souterraine dont le Forum de stabilité financière estime les encours à 75 000 milliards de dollars, est une bombe à retardement. Ouais. Bref, si on n'est pas capable de dire que la finance, sans être l'ennemi du genre humain, aujourd'hui pose un problème à l'économie mondiale, européenne et à la France, alors il ne faut pas s'étonner de voir monter les extrêmes. Donc on n'est pas capable en ce moment à l'UMP. Et je vais dire autre chose à propos de Mariton. Non mais bon, on va passer après. Je ne veux pas rentrer dans une polémique médiocre. À la base, on parle de la Castellane. On voit bien que nous sommes obligés aujourd'hui de clarifier certaines de nos positions et certaines de nos divergences. Il y a ceux qui veulent faire de l'UMP un grand parti à la française, hystérique sur le plan des mœurs, hystérique sur l'ultralibéralisme, hystérique
historique contre l'État, eh bien, ça n'est pas maligne et c'est incompatible. Vous allez finir par le quitter, hein, l'UMP. Moi, je ne crois pas du tout qu'il y ait une majorité de gens à l'UMP qui veuillent faire un grand e-party. On n'est pas sûr que vous soyez totalement représentatif de l'UMP non plus. Oui, je suis pas sûr. Je suis que M. Mariton a sans doute une très grande assise, mais enfin, il a fait 6%. Bon, donc, excusez-moi, mais voilà, ce sont des choses qu'il faut clarifier. Bon. Il y a des gaullistes. Revenons à la Castellane. Il y a des gens qui veulent un grand e-party. Eh bien, il va falloir que nous ayons ce débat. Comme il va falloir qu'à l'échelon national, nous ayons aussi un débat sur l'intégration et l'assimilation, par exemple, sur l'école de la République, sur les pédagogistes, enfin, tout ce qu'on a cassé en taisant le débat, en interdisant le débat depuis 30 ou 40 ans. Voilà, il y a un vrai sujet, l'autorité, etc. La Castellane, zone de non-droit ou pas? Mais oui, c'est une zone de non-droit. Il faut arrêter de se voiler la face. Et ça ne doit pas l'être. Dans la République, il ne doit pas y avoir de territoire de non-droit. Moi, j'ai visité des quartiers, sans être ministre de la ville, mais dans une vie antérieure, où imaginez-vous, les pompiers ne peuvent pas venir prendre en charge une vieille dame qui a besoin de soins urgents parce qu'ils se font caillasser par des voyous. Eh bien, il ne peut pas y avoir de territoires qui sont laissés à l'abandon par la République et par la sécurité républicaine. Le territoire est laissé à l'abandon par la République? On pensait qu'il y avait eu un plan justement d'aide massive. Vous savez, Marseille bénéficie de plusieurs zones de sécurité prioritaire, les LSP. Ce qui s'est passé ce matin est totalement inacceptable. Je le dis avec c'est pas une affaire de droite et de gauche. On a fait de force. Tout le monde est responsable. Des efforts ont été faits sur Marseille. Les chiffres d'ailleurs en témoignent. Une baisse de la délinquance. Mais c'était ce qu'était venu annoncer Manuel Valls. Et il l'a annoncé à juste titre. Aujourd'hui, on voit bien que tous les efforts ne portent pas leurs fruits en tant que tels, que la Castellane mérite ce grand plan de rénovation urbaine qui est prévu, parce que c'est un quartier qui est anxiogène de par sa configuration architecturale. Beaucoup de choses ont été faites. Ce matin, les forces de l'ordre sont intervenues avec beaucoup de puissance et beaucoup d'efficacité. Je crois qu'il faut le rappeler. Je ne suis pas sûr on leur a tiré dessus à la base. Oui, bien sûr, mais je ne suis pas sûr qu'il y a encore quelques temps, elles auraient pu intervenir avec autant d'efficacité. Donc, nous progressons. Vous voulez dire qu'avant, elles ne pouvaient pas rentrer dans ces quartiers? C'était très compliqué. Aujourd'hui, elles le peuvent et elles le font avec des consignes extrêmement fermes de la part du ministère de l'Intérieur. C'est ce qui est venu rappeler tout à l'heure le Premier ministre. Alors, on va l'écouter justement, le Premier ministre Manuel Valls, à la suite de ces attaques. Il fallait mettre un coup d'arrêt. Mais il y aura encore des difficultés. Il y aura encore des rechutes. Et policiers, gendarmes, magistrats savent parfaitement à quoi s'attendre. Il n'y a pas de zone de non-droit. Il n'y a pas de cité interdite aux forces de l'ordre. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant si l'inacceptable s'est produit ce matin? Eh bien, on continue. On continue à placer... Voilà. Mais attendez, Philippe, écoutez-moi un petit peu. On continue avec des moyens supplémentaires au développement des moyens supplémentaires de la police. Je vous rappelle qu'il y a ce extraordinaire plan de sécurité complémentaire qui a été donc adopté. Extraordinaire, monsieur. Formidable. 700 millions d'euros. 700 millions d'euros, monsieur Philippot, pour permettre plus de sécurité dans ce pays. Je crois que cela est absolument nécessaire. La France a été à la hauteur des événements qui l'ont marqué il y a un mois, presque jour pour jour aujourd'hui. Et je crois que vous feriez bien, monsieur Philippot, en particulier vous, de respecter les forces de police, de gendarmerie, toutes les forces qui sont intervenues et qui ont fait l'objet d'une grande communion laïque, permettez-moi l'expression, autour de la sûreté dans ce pays. Et je pense que cela est très, très, très important à souligner. Monsieur Caner, aujourd'hui, aucune politique de sécurité n'aura été aussi développée dans ce pays. C'est pas le problème. Je m'en félicite. Le problème n'est pas mais la réponse sécuritaire ne suffit pas. Il faut aussi une réponse sociale. Mais le problème n'est pas du côté des forces de police et de gendarmerie. Le problème est peut-être aussi du côté de la politique pénale et de la politique éducative. Le problème, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'éducation sans sanction. Le problème, c'est qu'il ne peut pas y avoir de fautes non plus, de fautes qui ne soient pas sanctionnées. Ne parlez pas d'éducation quand vous avez supprimé 80 000 postes. Oh, mais ça, c'est tout. Florian Philippot, vous avez de meilleures idées pour rétablir la sécurité à Marseille? Mais c'est la réalité. Florian Philippot, attendez, ils se disputent sur leur bilan. Arrêtons. J'ai pas envie, moi, de me disputer sur le bilan. Excusez-moi, mais ça m'intéresse pas. L'école se porte mieux depuis 2 ans et demi. Elle se porte bien, l'école. Il fallait, monsieur Guénaud, vous avez entendu le plan de madame Najat Vallaud-Belkacem. Avec ça, on va tout résoudre. Avec un programme d'éducation civique renforcé, avec des moyens supplémentaires, avec des réseaux d'éducation prioritaire qui sont dans les quartiers l'outil d'éducation majeur. Ça n'est pas à la hauteur. Emmanuel Cos, ça va assez loin, c'est pour vous. Attendez, parce que là, Emmanuel Cos s'est très peu exprimé. Emmanuel Cos, vous estimez que c'est suffisant, ces moyens Je vais vous dire quelque chose. Donner à l'école, au-delà de la Castellane.
pourquoi dans ce pays y a-t-il autant de quartiers qui sont dits prioritaires depuis 30 ans et on le sait aujourd'hui, qui ne bénéficient pas des crédits de droit commun comme les autres villes qui n'ont pas de priorité? Pourquoi on met plus d'argent sur des professeurs à Paris plutôt qu'en Seine-Saint-Denis? Pourquoi c'est toujours les mêmes quartiers qui ont le plus de difficultés, qui n'ont pas le même accès aux services publics? Vous parlez des forces de l'ordre. Oui, des efforts ont été faits à Marseille. Mais la réalité, vous trouvez normal qu'il ait fallu attendre 2013 pour qu'un commissariat arrive à Sevran? Est-il normal qu'il n'y ait pas Pôle emploi jusqu'en 2013 à Clichy-sous-Bois? Non, mais à Sevran, justement, le maire, qui était écologiste, réclamait des casques bleus. C'est ça qu'il faut? Non, ce que j'explique, c'est qu'il y a beaucoup de rapports, notamment de l'Observatoire national des zones urbaines sensibles, ont très bien montré comment, depuis 40 ans, nous avons eu des politiques qui, tout en débloquant quelques crédits spécifiques, nous avons renforcé l'inégalité en laissant des populations face au chômage, à la discrimination, au manque de mobilité, au manque de perspectives. Et aujourd'hui, il se trouve que les jeunes en ZUS, ils sont plus de 50% à vivre sous le seuil de pauvreté. C'est ça la réalité de la France. La 6e puissance mondiale. La seule façon de ramener la sécurité, c'est de lutter contre la pauvreté. Ce que je veux dire par là, c'est que pour répondre aux questions de sécurité et aussi à la question des trafics qui est derrière et qui est très importante dans ces quartiers. Mais qui fait vivre aussi, qui a été qui peut-être... fait malheureusement vivre des gens qui n'ont rien pour Donc, vivre. il faut d'autres solutions. Et avec un niveau de sécurité, d'insécurité, un sentiment d'insécurité dans ces quartiers qui est très lourd pour les avoir assez fréquentés. Je peux vous dire que on ne répond pas que par des forces de l'ordre ou de l'éducation. On répond par un panel d'actions qui vise à ramener de l'égalité dans ces quartiers et donc à aussi faire un changement de politique global. On n'a pas été trop tolérant avec les trafics de drogue justement parce qu'ils faisaient vivre certains quartiers. Écoutez, aujourd'hui, il est clair qu'il faut être d'une fermeté totale. Non, mais jusqu'à présent, on a laissé s'établir cette économie parallèle. Écoutez, cette économie parallèle a été un moyen pour des jeunes de trouver des formules financières. C'est pas la répression qui est la bonne solution. Aujourd'hui, quel aveu, un moyen pour des jeunes de trouver des formules financières. Oui, on parle du trafic de drogue, monsieur Kanner. Eh bien, monsieur, c'est une réalité. Et le rôle de l'État, ce serait de lutter contre ce trafic de drogue. Réalité, pas de parler de formules financières. Et c'est pour cela, monsieur Philippot, que je vous répondrai juste après, parce que j'ai pas encore eu la parole sur ce sujet. Nous mettons en place toute une série de dispositifs, nous y reviendrons sûrement, du service civique à la garantie jeune, aux emplois d'avenir, parce qu'à ces jeunes, il faut offrir une véritable alternative. C'est pas une honte, monsieur Philippot. Une véritable alternative. Vous, votre programme, c'est la répression, la répression, la répression. Il y a d'autres. Et la stigmatisation, vous ne faites pas confiance en la jeunesse, parce qu'elle vous fait peur. C'est à Florian Philippot. Eh bien, écoutez, la multiplication des zones de non-droit, c'est votre responsabilité collective. Et c'est du fait que l'État, la République française, a reculé, qu'il y a des territoires entiers maintenant, et plus simplement dans certaines banlieues, ça se multiplie aussi maintenant dans les zones rurales. Ça, c'est pour le constat. Maintenant, les solutions... qui sont plus au contrôle de la République. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Sous Sarkozy, on a supprimé... Non, pas ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on doit faire? Non, parce que ça veut dire en miroir ce qu'on doit faire. Alors, on a supprimé 12 500 postes de policiers et de gendarmes sous Nicolas Sarkozy. Donc, il faut restaurer ces postes. Il faut mettre en place la tolérance zéro. Parce qu'aujourd'hui, des jeunes qui font du trafic de drogue, qui gagnent infiniment plus que ceux qui travaillent, qui se lèvent tôt le matin, qui font l'effort d'aller chercher un emploi, de travailler au SMIC, dans des conditions extrêmement difficiles. Et quand le ministre de la République leur dit à la télévision que c'est une formule financière, eh bien, je crois que c'est extrêmement choquant. Ne me caricaturez pas, monsieur Philippot. J'ai parlé d'un constat et j'ai dit que je n'acceptais pas ce constat. Assumez vos propos. Il faut lutter d'une manière implacable contre ces trafics de drogue et arrêter avec le laxisme d'État. Mais comment c'est quoi la tolérance zéro? On fait l'application des peines. Moi, je suis pour l'abrogation des lois Dati en 2009, puis Taubira en 2014, qui sont des lois de laxisme absolu. Non, moi je suis contre. Qui font que on sort des gens, on ne met pas des gens en prison, on ne met pas des gens en prison, on les met dehors, avec un bracelet ou pas d'ailleurs quand ça fonctionne. Ça, c'est inacceptable. C'est la politique pénale qui est responsable pour vous de l'insécurité à Marseille. Il n'y a pas d'application des peines, ça n'est pas dissuasif. Il faut ensuite faire évidemment le constat de la faiblesse de la réponse de l'État. Vous savez très bien qu'il y a des consignes données à des forces de l'ordre de ne plus rentrer dans tel ou tel quartier. Vous savez très bien que le combat contre la drogue n'est pas mené. Mais c'est normal quand un ministre parle de formule financière. Vous êtes une caricature. Vous savez très bien également qu'on a renoncé à combattre tout ce qui est à l'origine d'une partie de cette délinquance et de cette criminalité. Et je parle évidemment de l'immigration massive. Janvier ne vous a pas pénétré. Je parle de je rentre pas dans votre petit jeu d'instrumentalisation de la douleur des Français. L'amalgame en permanence. Monsieur Kanner, quand un ministre
de l'Intérieur nous expliquait qu'une partie de la délinquance était d'origine roumaine à Paris. C'était, je crois, M. Guéant qui l'expliquait, alors ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce qu'on a fait depuis? Pourquoi on a fait l'adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie? Pourquoi on ne parle plus de la question des Roms? Pourquoi on ne parle plus de la question des frontières? Pensez-vous qu'on puisse décemment gérer la sécurité dans un pays quand on n'a plus aucune frontière, quand on ne contrôle pas les armes de guerre qui rentrent, quand on ne contrôle pas les réseaux qui rentrent, quand on ne contrôle pas même pas les populations qui rentrent? Quelles sont les réponses que vous avez apportées à toutes ces questions-là? Vous, c'est la sortie de l'Europe, mais pas plus. C'est l'isolement. Vous êtes d'accord, Henri Guénaud, avec ce que vous entendez là? Quand je disais la loi Vous pensez Dati, que la loi Dati préfigurait déjà la loi Taubira. Vous êtes d'accord sur la politique pénale? Vous pensez que c'est le seul moyen de lutter contre l'insécurité? C'est un problème global. Moi, je suis pas d'accord avec le Front National, avec ses solutions, ou en tout cas beaucoup d'entre elles. Mais ce que vient de dire M. Philippot, on peut pas lui répondre simplement en disant écoutez, vous voulez sortir de l'Europe, Monsieur Caner. On n'a pas d'argument. Pardon, Monsieur Philippot. On a un problème. Voilà, on a un problème avec les frontières, on a un problème avec la libre circulation, on a un problème avec Schengen. Moi, je fais pas l'Europe pour laisser circuler librement les terroristes, les trafiquants, etc. Et les voyous. Non, mais malheureusement, vous l'avez fait quand même. Moi, j'accepte l'idée. On parle d'insécurité à Marseille et on revient à l'Europe. Oui, les armes de guerre, elles viennent d'où? Les armes de guerre, les Kalachnikov, elles ne sont pas fabriquées en France. Et vous pensez que les trafiquants sont les armes de guerre de l'étranger? Ils ne trafiquent pas. Vous savez, aujourd'hui, Schengen circule. Non, mais bien sûr. Pardon. Si on répond par la caricature, mais ça n'a pas de sens. Madame Cos, permettez-moi. Soyons un peu moins simpliste. Si un Excusez-moi, Schengen, c'est le paradis des djihadistes aujourd'hui, oui, bien sûr. Mais si vous répondez, ce sont les criminologues qui Monsieur Philippot, s'il vous plaît, si vous répondez chaque fois qu'on pose une question dérangeante par c'est simpliste et c'est insupportable. Je pense que là, votre raisonnement est simpliste. Vous allez voir, ils ont de beaux jours devant eux. Pourquoi il est simpliste, le raisonnement? Parce que moi, est-ce qu'on peut aussi se poser la question de ces trafics? La question du trafic de drogue dans les quartiers, elle est réelle. Voilà. Elle est réelle, elle bouffe la vie de gens qui vivent tous les jours. Ça fait 40 ans qu'on est dans de la répression à fond et qui ne marche pas. Alors c'est quoi se poser la question des trafics? Qu'est-ce que ça veut dire se poser la question des trafics? Dans un monde de bisounours. Oui, c'est ça. Et donc au Colorado, ils sont aussi dans un monde de bisounours. Est-ce qu'à un moment on peut se poser la... Vous parlez de la légalisation, c'est ça? Mais pourquoi je vous dis ça? Est-ce qu'à un moment on peut essayer de sortir du monde criminel une partie du trafic? La question que je pose... légalisation. Il suffit de légaliser les crimes, il n'y aura plus de criminels. Non, mais c'est formidable parce que je pense qu'en effet, à l'État du Colorado, ils ont eu cette discussion-là. Aujourd'hui, oui, mais excusez-moi, la situation des quartiers aux États-Unis, elle connaît aussi bien la question du trafic de drogue. Si je pose la question, c'est qu'aujourd'hui, c'est en débat. Et que si les États-Unis, notamment le Colorado, mais d'autres États, ont réfléchi à cette question, c'était aussi pour sortir du milieu criminel la question du trafic de drogue, pour l'encadrer et pour donner des recettes à l'État. Je vous dis cela parce qu'aujourd'hui, moi j'ai été dans plein de quartiers, j'étais à Saint-Ouen, en effet, dans des immeubles. Aujourd'hui, on ne peut pas vivre. Et la question, vous savez quoi? Les forces de l'ordre, elles sont là chaque semaine. Elles arrêtent des gens. Vous enlevez un trafiquant et ses guetteurs, il y en a deux le soir même à 17h. Le trafic ne s'arrête jamais. Et c'est ça aussi la réalité. Et votre idée, on les met dans le bureau du juge, ils ressortent libres. Ils ressortent libres. Bien sûr que c'est vrai. La question, c'est que votre vision tout répressive ne fonctionne pas. Parce que ce trafic, il a de beaux jours devant lui. Tant que vous aurez des consommateurs qui viendront là, cela continuera. Il faut vous interroger sur la question. Est-ce que nous serons capables à un moment, soit d'améliorer la situation économique de ces quartiers pour éviter que des gens, justement, se disent qu'ils vont se faire de l'argent facile dans du trafic, soit pour sortir le trafic. Patrick Caner, vous pensez que la dépénalisation, c'est une solution pour sortir ces quartiers de la violence et du trafic? Moi, je crois aux solutions alternatives. Je crois aux mesures qui ont été avancées il y a une semaine par le président de la République, même pas une semaine d'ailleurs. Je crois au développement économique de ces quartiers, ramener de l'activité économique, ramener de l'activité sociale et faire tout ce que ne font pas les élus du Front National quand ils gèrent leur secteur, leur territoire. Alors, donc aujourd'hui, il faut une alternative à cette jeunesse, il faut lui donner des perspectives, lui faire confiance. Je crois que c'est d'abord la première des choses, faire confiance aux jeunes et ne pas les considérer systématiquement comme des délinquants, comme cela semble. La dépénalisation du cannabis, vous l'écartez? Oui, tout à fait. Moi, je suis très inquiet par le propos du ministre de la Ville. Attendez, je pose une question à Henri Guénaud. C'est un propos d'un laxisme
absolu. On n'est pas sorti avec ça. Elle me pose moi un problème moral. Attendez, s'il vous plaît, Florian Philippot. Elle me pose un problème moral majeur. Le jour où je ne veux pas qu'on lève le tabou et l'interdit sur la drogue. Voilà. Et l'idée qu'il y a moins de crimes parce qu'on légalise les crimes est une idée que je trouve pour ma part absolument inacceptable. Mais je voudrais dire, ça, monsieur Guénon. Là, c'est la légalisation. Excusez-moi. On a posé une question précise. Est-ce que vous êtes pour, vous êtes contre? Je suis contre. Madame Cos est pour, c'est son droit. Et on peut très bien avoir ce débat. On peut très bien avoir ce débat. Mais c'est la solution des ultra-libéraux, effectivement, américains, marchandisés. De toute façon, comme ça, tout ira mieux. Je suis pas d'accord avec cette problématique. Je pense que ça pose vraiment une question morale majeure. Bon. Mais, monsieur Caner, je voudrais vous dire, je prends ma part sur 40 ans, vous savez, la droite a gouverné, la gauche a gouverné. Bon, tous les gens qui ont été au pouvoir, mais oui, mais c'est commode, vous n'avez pas gouverné, c'est très bien, j'espère que vous ne gouvernerez pas demain. Mais c'est une position très confortable. Mais nier la complexité. D'être ensemble. Je crois pas, non. Vous tendez une main, là. Il paraît qu'il veut quitter l'UMP. Nier la complexité humaine, morale, sociale. n'a pas dit qu'il voulait aller au Front National. On sait d'où vous venez, monsieur. Attendez, juste nier la complexité humaine, sociale, morale, etc. de tous les problèmes ne résout pas les problèmes et nous conduit souvent à des catastrophes. Bon, je ferme cette parenthèse. Simplement, monsieur Caner, il faut le reconnaître, beaucoup d'élus de tous bords, pendant des années, ont trouvé plus confortable de laisser les trafics se dérouler, comme vous le disiez tout à l'heure, pour avoir la paix sociale, pour trouver des arrangements financiers. Moi, un jour, je suis allé visiter la Seine-Saint-Denis avec la BAC un soir avec le préfet, et je me suis fait caillasser dans une ville de Seine-Saint-Denis. La voiture s'est fait caillasser grâce à l'intelligence et à l'habileté des policiers. On a écrasé personne et on en est sorti. Je suis allé quelques semaines après rencontrer les familles dans cette cité. J'ai rencontré des mères de famille qui m'ont dit « Mais où est l'État ? Quand est-ce que l'État fait son travail ?» Et une mère de famille qui m'a dit « Moi, j'ai été obligé de descendre pour donner des coups de pied dans les étals des trafiquants au risque de ma vie parce que je ne peux pas supporter qu'ils pourrissent la vie de mes enfants. » Bon, et c'est tout ça. Tout ça est quand même une réalité. Moi, Madame Cos, je ne dis pas du tout, attendez, je ne dis pas du tout que la répression est la seule réponse. Sauf que je pense quand même qu'un voyou est un voyou. Hein, c'est pas un voyou est un pauvre ou un pauvre est un voyou. C'est pas ce que j'ai dit. Voilà, donc un voyou est un voyou. Il doit être puni comme un voyou. Et puis si on peut le rééduquer, tant mieux. Il doit d'abord être puni. Mais Monsieur Guénon, on va parler de la je peux vous poser une rééducation. seule question. Pourquoi avoir supprimé 12 500 postes de policiers et de gendarmes dans ce cas, sous le mandat de Nicolas Sarkozy, quand vous étiez conseiller spécial de Nicolas Sarkozy, justement? Eh bien, je vais vous dire ça. C'est pourquoi on a supprimé massivement. Non, mais c'est quelque chose qui me fait réfléchir. On n'a pas tout bien fait. Et je pense effectivement... Non, mais... C'est moi qu'on puisse dire. Non, mais... Et alors ? Vous faites jamais d'erreur ? Excusez-moi, c'est pire que tout, là. Non. Vous avez supprimé encore plus que maintenant. Ça y est, je peux finir. Non, mais c'est comme votre constat est très habile. Henri Guénon va vous répondre. Il vous dit apparemment qu'il a des regrets. Parce que dans ces quartiers, les policiers n'étaient pas là non plus avant. Le vrai sujet, c'est... Pourquoi on a continué Schengen sous l'UMP? Ils n'étaient pas là. C'est une vraie question. Vous avez parfaitement raison. Il y avait la crise. Je regrette qu'on ait transformé la révision générale des politiques publiques en politique de rationnement. Le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite. De temps en temps, il faut s'imposer des contraintes de gestion. Je pense qu'au bout du compte, le résultat de cette contrainte de gestion, et notamment en matière de sécurité, n'a pas été une bonne idée, mais je ferai la même constat pour la défense nationale. Voilà, je pense que nous sommes... Nicolas Sarkozy a fait des mauvais choix, monsieur Guénon. Oui, mais vous en faites aussi. Vous avez fait les mêmes. Non, excusez-moi. On va écouter... Les forces de police ont été renforcées depuis l'arrivée de la gauche au pouvoir. Ça fait 40 ans que la gauche et la droite gouvernent, et que la gauche et la droite font des erreurs, sinon on ne serait pas dans la situation où on se trouve. Il faut le reconnaître, il faut l'admettre et essayer d'en sortir. On va écouter une proposition d'un socialiste. Il s'appelle Malek Bouti et vous allez écouter ce qu'il préconise pour les quartiers perdus. Écoutez. Moi, je suis pour la mise sous tutelle d'un certain nombre de zones par une gestion directe de l'État. Je ne crois pas aujourd'hui que ces municipalités ou ces élus locaux sont en capacité de lutter contre ces phénomènes. La première chose. La deuxième chose, il faut le retour d'un ordre social et politique strict dans ces quartiers. Dans des quartiers où vous voyez des enfants en très bas âge traîner la nuit, à un moment ou à un autre, cette situation va produire des déviances chez ces individus extrêmement graves. Voilà, eh bien je suis d'accord avec Malek Bouti. Voilà. Et vous ?
Patrick Caner, vous êtes d'accord avec Malek Bouti, qui est socialiste? Malek Bouti est un ami politique. Ouais. Je ne suis pas d'accord avec sa proposition de mise sous tutelle. Tout d'abord parce que je pense que les maires méritent un autre traitement que celui qu'il propose. L'État ferait pas mieux que les maires par rapport à tout ce qu'on a dit sur la tolérance, la présence de l'État dans ces quartiers, dans le cadre de sa compétence régalienne, notamment sur la sûreté. Et il faut que l'État amène aux maires des solutions qui permettent, notamment sur le plan social, de faire mieux vivre ces quartiers et faire que le vivre ensemble ne soit pas uniquement un slogan, mais une réalité de tous les jours. Samia Ghali avait demandé l'envoi de l'armée aussi. Lui, il veut mettre sous tutelle. Ils sont nombreux à demander. Ces quartiers, si on essayait de les faire sortir de ce piège terrible. On va en parler changer de discours, parce que moi j'ai entendu le discours qui m'a beaucoup choqué, de dire il faut proposer aux jeunes qui vivent de la drogue aujourd'hui grassement une autre perspective. Vous savez, vous pouvez inventer tous les contrats jeunes que vous voulez, ou les contrats au SMIC, etc. Si vous arrivez à les financer d'abord, avec l'argent du contribuable, ils trouveront toujours mieux avec ces trafics. Donc je pense que c'est d'ailleurs assez insultant pour les jeunes qui cherchent à travailler. Vous et qui ne cherchent considérez pas que la jeunesse est perdue, monsieur Philippot. Elle est sacrifiée avec vous. Vous faites l'amalgame et la confusion pour le coup entre les jeunes pauvres, les jeunes pauvres et misérables qui cherchent à travailler. Laissez-moi parler, je sais que ça vous dérange. Les jeunes pauvres et misérables qui cherchent à s'en sortir honnêtement. Et vous les confondez avec ces jeunes-là pour lesquels moi je n'ai aucune pitié. Et je pense que ce sont des gens qui empoisonnent la vie des autres. Et j'attends de vous un peu plus de fermeté. Mais je suis très inquiet de voir que le ministre de la Ville va continuer la politique de la ville. On va déverser de l'argent pour rien. Il y a un article extrêmement intéressant dans Le Monde du 5 février qui vous explique 40 ans d'échec de la politique de la ville. Mais c'est pas grave, vous allez continuer à mettre des milliards supplémentaires. Pendant ce temps-là, on oubliera tous les Français qui vivent dans les autres zones qui ne sont pas concernés par la politique de la ville et qui sont aussi dans un état de grande misère. Et puis vous refusez d'avoir les questions. Vous ne connaissez pas bien ces quartiers. Je le dis très simplement. Je les connais très bien, monsieur Caner. J'ai regardé votre la manière dont vous en parlez de manière complètement déconnectée prouve que vous Florian Philippot, laissez Patrick Caner vous répondre. Ah non, vous avez plus parlé, je pense. Oui, je pense, monsieur Philippot. Monsieur Philippot, tout à l'heure, j'étais sur Arras pour signer le premier contrat de ville. Et donc j'ai visité deux villes juste à côté d'Arras, Saint-Nicolas-les-Arras et Blangy. Je puis vous dire que j'ai vu là des réalisations extraordinaires sur le plan urbanistique, une mobilisation du secteur social, des jeunes réintégrés. Donc vous présentez la politique de la ville comme étant un échec permanent. Mais c'est un échec. Ce n'est pas un échec, monsieur Philippot. Elle n'a pas dit ça. Bien sûr qu'elle l'a dit en 2012 dans un rapport. Pas du tout. Il y a aujourd'hui 1500 quartiers, 1300 quartiers en métropole, 200 quartiers en outre-mer. Sur chaque mètre carré du territoire national. Vous insultez le secteur associatif. Vous insultez tous les élus locaux qui se battent jour après jour, semaine après semaine, pour donner une chance à ces quartiers. Et moi, quand vous voulez, je vous emmène avec moi, monsieur Philippot. Ce n'est pas un discours Emmanuel Cos, vous estimez-vous que la politique de la ville est une réussite depuis 40 ans? Et pendant ce temps-là, monsieur Philippot, je vais vous dire, ce discours angélique et bisounours, c'est fatigant. Les Français veulent de l'ordre républicain, ils veulent de l'autorité de l'État, ils veulent rompre avec le laxisme de l'UMPS. Parce qu'Emmanuel Cos a encore moins parlé que vous trois. S'il vous plaît, Emmanuel Cos, est-ce que vous... Il ne s'agit pas de sortir simplement les quartiers, il s'agit de sortir les personnes. On va y revenir dans un instant. Laissez s'exprimer. Monsieur Guénaud. Patrick Caner, s'il vous plaît, laissez s'exprimer Emmanuel Cos qui essaie de prendre la parole depuis 10 minutes et que vous muselez. Je vous invite vous aussi à voir ces quartiers parce qu'il y a beaucoup d'habitants qui souhaitent rester dans ces quartiers à condition qu'il y ait des services publics, par exemple. Est-ce qu'on pourrait arrêter de parler de ces quartiers comme si c'était des gens, des bêtes bizarres et une zone particulière de la France? Est-ce qu'on pourrait simplement discuter de ces endroits un peu différemment, parce que je pense que ce soir... C'est pour ça qu'il faut arrêter le zonage. Oui, il a parlé de ghetto, et tous les rapports qui ont été faits montrent que la ségrégation existe, que la relégation existe, et que ce sont des ghettos sociaux. Mais vous avez aussi des ghettos de riches en France. Et d'ailleurs, c'est parce qu'il y a des ghettos de riches qu'à un moment, on peut se dire qu'il y a des ghettos de pauvres. C'est quand même la réalité qu'en France, on a aussi des communes où on est dans un ghetto de riches. Quand je dis de riches, c'est qu'il suffit de regarder le niveau moyen d'imposition. Mais on n'est pas sur la thématique de la pauvreté, on est sur la thématique de la criminalité. Vous confondez toujours les deux. Non, monsieur Philippot, je vais terminer. Il n'y a jamais de lien. Florian Philippot, ils sont très riches, ces gens-là. Ils sont très riches, les gens à la Kalachnikov. Florian Philippot, il n'y a jamais de lien entre la pauvreté et la criminalité.
Les gens à la Kalachnikov qui ont accueilli le plan Com et qui ont fait louper le plan Com de M. Valls aujourd'hui sont beaucoup plus riches que vous et moi. En tout cas que moi. Non, je refuse de faire. Non, parce qu'il y a des gens très pauvres dans des zones rurales, dans ces mêmes quartiers, qui travaillent, qui essaient de s'en sortir honnêtement. Et encore une fois, les gens à la Kalachnikov sont plus riches que vous et moi. Juste ça, c'est un peu. C'est extraordinaire. Est-ce que je pourrais terminer de dire 2-3 mots, si ça vous dérange pas, messieurs? Parce que moi, je n'ai pas parlé de criminalité par rapport à ces quartiers. Il y a en France une population qui vit en effet dans des ghettos et qui se demande comment en sortir. Ça passe par plus de services publics. Et vous me demandez ce que je pense de la politique de la ville. Non, je ne pense pas que c'est une réussite. Mais en même temps, si elle n'avait pas été là, ces quartiers seraient dans un état beaucoup plus difficile. C'est ça la réalité. On a évité le pire. On a permis à des gens de s'en sortir, mais pas suffisamment. Parce que la réalité, c'est que dans ces ghettos, il y a une répétition de la pauvreté, de l'enclavement. Et le sujet, c'est comment est-ce qu'il y a 30 ou 40 ans, on a laissé se construire des villes de 20 000 habitants, 30 000 habitants, sans même construire un transport en commun, un bus. Comment on a laissé construire ces villes sans commissariat, sans lycée, sans centre de formation, sans pôle emploi. C'est tout ça aujourd'hui qu'il faut remettre sur la table. Et peut-être la question aussi du communautarisme et de l'immigration massive. Alors justement, elle n'existe pas cette question-là. Le communautarisme n'existe pas dans ces quartiers. Mais est-ce qu'à un moment vous pouvez un peu sortir de ces quartiers? Attendez, juste un mot et après on verra un sujet sur le service civique. C'est bien lié à la question du Henri Guénaud, juste un mot sur le lien entre pauvreté et criminalité. S'il vous plaît. Je pense que ce serait bien pour tout le monde. Juste, non, pour moi, il n'y a pas de lien entre la pauvreté et la criminalité. Je vais vous dire, dans les familles, moi je viens d'une famille de pauvres. Eh bien, chez les pauvres, on éduque souvent mieux ses enfants que chez les riches. Voilà. Et donc, on n'est pas voyou parce qu'on est pauvre. On est voyou parce qu'on est un voyou. Voilà. Alors après, je comprends très bien que il y a des mères de famille complètement dépassées, des femmes seules. J'ai été élevé moi on le sait maintenant, par ma mère et par ma grand-mère, et je reconnais que la mère célibataire ou abandonnée par son mari avec 3 enfants qui ne s'en sort pas, elle a un problème et qu'il faut absolument l'aider. Et moi, je crois qu'avant. Bon, c'est très bien la rénovation urbaine, mais c'est très bien. C'est Borloo, et il a raison. Mais ça ne suffit pas. Je veux dire qu'il faut aider les enfants, il faut les sortir de cette nasse. Nous sommes arrivés à un point tel, c'est pas la peine de dire que ces quartiers sont merveilleux, que nous sommes arrivés. Mais qui le dit, monsieur Guénaud? Bien sûr que c'est pas merveilleux. Il faut quand on a un taux de chômage qui est le double de la moyenne nationale, quand le chômage des jeunes atteint 45%, quand il y a 25% des familles qui sont monoparentales dans ces quartiers, bien sûr qu'on dit que c'est pas merveilleux. Je vais vous donner des solutions. Je vais vous donner des solutions qui sont coûteuses et que certains de mes amis n'accepteraient sans doute pas. Mais on a essayé. Pourquoi avoir voulu supprimer les internats d'excellence? Alors on les a banalisés pour en faire des internats de réussite, noyés dans la masse. Moi, je suis prêt à ce qu'on aille voir les mères de famille ou les parents et leur dire, voilà, votre enfant, il a envie de travailler. Il a de bons résultats. Eh bien, on va le prendre en charge 5 jours par semaine dans un internat d'excellence, pas dans le quartier, non, ailleurs. Mais moi, j'en ai visité des internats d'excellence. C'était dans le plan de Fadela Amara, c'était le busing. On prenait les gens, on arrêtait. Non, le busing c'est autre chose. On va en reparler. Je vous garantis, le sourire de ces enfants, ça vaut tout l'or du monde. Voilà. Et peut-être qu'ils vont être de vrais agents d'assimilation, d'intégration. D'accord avec le président de la République quand il dit qu'il faut développer les EPI, c'est-à-dire l'établissement public d'insertion défense, ou le service militaire adapté. Moi, je suis même pour le service militaire tout court. On va justement, on va en parler. C'est maintenant ça va. On va voir un reportage.